Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. Et à la une de la presse française, tout d'abord, bien sûr, le vote de confiance cet après-midi à l'Assemblée qui devrait sans surprise entraîner le départ de François Bayrou. Une dernière bravade, la dernière bravade. La Croix, le journal chrétien, perçoit, on l'aura compris, la décision du Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement comme un geste de défi, un pari perdu d'avance, d'après Le Parisien aujourd'hui en France, qui évoque la chronique d'une chute annoncée, la chronique d'une chute programmée, d'après Le Figaro, qui juge très improbable, je cite, que François Bayrou parvienne à obtenir la confiance d'une majorité de députés après avoir échappé à 8 motions de censure. Je suis venu vous dire, Libération cite Gainsbourg et sa chanson d'automne, reprenant elle-même le poème de Verlaine. Le titre est poétique, mais Damien, le pronostic, lui, est sans appel. Pour Libé, le chef du gouvernement n'obtiendra pas la confiance des députés, ce qui serait une première sous la Ve République. Le résultat de sa politique de tout à l'ego, d'après Libé, qui ironise sur la très haute idée que François Bayrou aurait de lui-même, avec ce bingo de la dessinatrice Coco sur les 9 mois de François Bayrou à Matignon, où le Premier ministre est arrivé en disant faire face à un Himalaya de difficultés avant de se retrouver empêtré, entre autres, dans l'affaire Bétaram. La presse française qui envisage déjà l'après-Bayrou, Hélène. Oui, la Dépêche du Midi, qui est un quotidien local, se demande ce qui va se passer après Bayrou. Évidemment, le quotidien ne le sait pas encore, mais il s'interroge sur le dénouement d'une situation aussi bloquée qu'inédite. Où trouver la perle rare pour remplacer François Bayrou? Le Parisien aujourd'hui en France assure qu'Emmanuel Macron veut aller vite, alors qu'une journée sociale à haut risque, je cite, se profile ce mercredi avec l'appel du mouvement Bloquons tout, que certains comparent déjà au mouvement des Gilets jaunes. D'après l'opinion, le président cherche un profil susceptible d'éviter une motion de censure, si tant est qu'il existe évidemment, ce qui pourrait l'obliger à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée, même s'il n'est pas certain non plus, Damien, que ça règle quoi que ce soit, au sens où une majorité pourrait rester introuvable, d'où les appels également à la démission d'Emmanuel Macron, et d'où aussi ce dessin de CAC où Marine Le Pen vante les mérites du rasoir vote de confiance. La première lame emporte François Bayrou, la seconde, Emmanuel Macron. À voir. En tout cas, la crise politique française, elle est scrutée de très près par la presse européenne. D'après le quotidien espagnol El País, la France flirte avec une crise de régime. La Ve République montrant, selon ce quotidien, des signes d'épuisement face à un Parlement fragmenté. The Guardian, le grand quotidien britannique, parle d'une crise déclenchée par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024. Une crise qui révèle, selon lui, le profond fossé entre le peuple français et ses dirigeants politiques, la colère des Français bénéficiant, selon lui, à l'extrême droite et mettant en difficulté l'alliance de la gauche, mettant à rude épreuve cette alliance de la gauche. Pour le soir, en Belgique, le moteur de cette crise s'est en réalité déroulé plus tôt, c'est-à-dire dès la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, victoire qui n'a été suivie d'aucun état de grâce, et au contraire du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. En tout cas, quelle que soit la chronologie retenue, plusieurs quotidiens internationaux, à l'image du Temps suisse, jugent le président Emmanuel Macron désormais seul au front et plus fragile que jamais. La politique toujours, Hélène, mais en Norvège cette fois, où les électeurs se rendent aux urnes jusqu'à ce soir pour élire un nouveau Parlement. Tagbladet, qui est l'un des principaux quotidiens norvégiens, indique que l'économie, la fiscalité et les inégalités ont été les thèmes les plus importants de ces élections, dont les sondages annoncent des résultats serrés entre, d'un côté, le bloc de gauche emmené par le parti travailliste du Premier ministre actuel, Jonas Gahr Støre, et le bloc de droite, qui est dominé par le parti du Progrès de Sylvie Listhaug. C'est un parti anti-immigration. D'après le quotidien suédois Dagens Nyheter, cette fille d'agriculteur aurait décidé de jouer à fond ce qu'il appelle la carte suédoise, c'est-à-dire de pointer les problèmes de délinquance et de trafic de drogue de l'autre côté de la frontière, donc en Suède, pour justifier ses positions anti-immigration et demander un renforcement de la répression
en Norvège. Si ces discours trouvent effectivement un écho de plus en plus large, semble-t-il, en Norvège, la question qui a le plus enflammé les élections législatives norvégiennes a été en réalité de savoir s'il faut, je cite, maintenir, réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, d'après le Guardian, avec d'un côté ces défenseurs qui soutiennent l'impôt sur la fortune, qui soutiennent que cet impôt constitue la pierre angulaire d'un système fiscal qui a contribué à créer l'un des systèmes les plus égalitaires d'Europe. Et de l'autre, évidemment, ces détracteurs qui accusent ce système de nuire à la croissance et de favoriser l'exil fiscal. Il faut rappeler qu'avec l'Espagne et la Suisse, la Norvège est l'un des derniers pays européens à taxer le capital de cette façon. La Norvège, pays de l'impôt sur la fortune et de la Slow TV. Hélène, vous allez nous parler de ces programmes télévisés qui sont de véritables éloges à la lenteur. Ouais, on ne sait pas encore si un éventuel, possible, probable futur gouvernement adoptera ici en France un impôt sur la fortune. Mais ce qu'on sait déjà, et ça c'est Libération qui nous l'annonce ce matin, c'est que la télé publique hexagonale va reprendre dès aujourd'hui ce concept de télé lente, dont on a déjà parlé ici dans la revue de presse, qui fait florès effectivement en Norvège, mais pas seulement, en Norvège aussi. Donc la plateforme de France Télévisions va produire ce contenu, diffuser ce contenu dès aujourd'hui. 3 semaines au total, 504 heures de spectacle. Les téléspectateurs, pour être plus précises, pourront contempler notamment le rituel amoureux des cervidés de la forêt de Rambouillet. Ça se trouve dans les Yvelines, c'est autour de Paris. De quoi patienter évidemment sans anxiété et tout en douceur jusqu'à l'éventuelle formation d'un nouveau gouvernement français. Merci beaucoup Hélène. Je vous propose justement un document sur un phénomène naturel, mais alors qui ne rend pas zen du tout, qui